à 18 ans, professeur d'histoire à l'université de Grenoble. Bon, c'est une époque où on était général à 27 ans, général en chef à 27 ans, général où... Bon, c'était... bon, le roi rêve, là. Il a battu des paupières, là. Général à 27 ans. Il était donc historien et c'était un homme qui enseignait l'histoire ancienne à des étudiants depuis des années et pour qui tous les noms des rois égyptiens, des pharaons, des dieux étaient familiers. C'est-à-dire la moindre indication sonore ou linguistique qu'il voyait, ça éveillait en lui toutes des théories des théories de souverains d'Orient et notamment égyptiens. Donc et puis, je crois plus encore, ce qui est vraiment la qualité éminente de Champollion, c'était un artiste. C'était un dessinateur, un grand dessinateur. Il a d'ailleurs eu le même professeur de dessin au lycée de Grenoble que Stendhal, G. Et c'était un homme donc, qui est capable de s'imprégner, de reproduire les hiéroglyphes, et de s'en imprégner et de goûter en cette écriture la beauté plastique qui est incomparable, qui est une chose magnifique. Un hiéroglyphe en soi, c'est une œuvre d'art. Il fallait être artiste pour les comprendre. Oui, mais il va découvrir les secrets de l'écriture sacrée des Égyptiens, non pas au pied des pyramides, mais en France. Et sur quel matériau? C'est ça qui est extraordinaire. Il y a les reproductions de la pierre de Rosette, car les Anglais ont gagné la guerre d'Égypte. Bon, ils ont fait des prises de guerre, et naturellement, pas plus bêtes que d'autres, ont senti que la pierre de Rosette était un élément capital, et l'ont emmené au British Museum. Donc, en France, Champollion travaillait sur des copies, mais enfin, il y avait de bonnes copies. Il a travaillé sur la pierre de Rosette, beaucoup comme d'autres d'ailleurs, qui étaient en concurrence avec lui. C'était le terrain de jeu, si on veut, la pierre de Rosette, où l'on marquait les points les uns contre les autres. Mais aussi, il a travaillé sur un certain nombre de pièces venues d'Égypte, notamment une aiguille de Cléopâtre qui lui a donné le cartouche dans lequel il a lu après ou en même temps que les Anglais le nom de Cléopâtre. Et puis surtout, un certain jour, le 14 septembre 1822, Eureka. on lui a envoyé, il a reçu d'Égypte d'un ami les deux cartouches de Ramsès et de Toutmès qu'il a déchiffrés l'un par l'autre en échangeant les caractères communs entre les deux cartouches. Donc c'est moins par la pierre de Rosette, grâce à ces deux cartouches reçues d'Égypte, qu'il a eu l'illumination. Non, mais les documents sont quand même pas très nombreux qu'il a sous les yeux. C'est des papyrus, donc des reproductions de pierre. Enfin, on isole toujours ces quelques documents là, mais il a travaillé sur le papyrus de nom et beaucoup d'autres depuis de longues années. Le 14 septembre 1800, pardon, 80, il dit, enfin c'est lui, c'est vous qui lui faites dire Eureka, mais... Non, moi je lui... Enfin non, Eureka, j'emploie le mot parce que c'est un mot très commun. Non, je lui fais dire ce qu'il a dit d'après son frère, et c'est un mot tellement à la fois banal et superbe. Je tiens l'affaire, n'est-ce pas? Je tiens l'affaire, c'est pas un langage de savant, ça. C'est un langage de mécanicien. C'est ce qu'il y a de merveilleux, l'authenticité du mot, et qu'évidemment il a l'air très banal comme ça, il est merveilleux parce que c'est un mot apparemment banal. Oui, mais il ne faudrait pas croire aussi, enfin les téléspectateurs ne doivent pas croire qu'il y a une intuition géniale au dernier moment. Tout ça provient quand même des études, du travail, de la réflexion. De 15 ans d'études, presque ininterrompues, parce qu'en même temps, il a une carrière politique très agitée, il y a des périodes où il n'a pas pu travailler, où il a été revenir chez lui à Figeac, enfin, il a perdu un certain nombre d'années en raison de ses engagements et de sa fidélité politique. Mais enfin, il a quand même travaillé une bonne douzaine d'années avant l'Eureka en question. Je veux dire, c'est que cette ultime intuition vient couronner 15 ans de travaux et de réflexion et d'analyse. Vraiment, là, c'est la longue patience, vraiment. C'est absolument un grand génie. Bon, c'est vrai que c'est un sacré caractère. C'est fou, mais il a un méchant caractère, ce monsieur. C'est ça le caractère. Ah oui, alors... C'est un enthousiaste, c'est un homme soulevé par l'enthousiasme, mais quand l'enthousiasme retombe, il retombe en amertume, il retombe quelquefois en cruauté, c'est vrai, oui. Il a été maltraité, mais il a lui-même maltraité. C'était beaucoup d'ennemis, etc. Mais en même temps, c'est un formidable pamphlétaire, un très mauvais poète, mais formidable pamphlétaire. Hein, quand il en veut à quelqu'un, il est impitoyable dans le style. Il dit ce qu'il pense, il dit pas mal de vacheries qui ne lui portent pas bénéfice d'ailleurs. Hein. Et on a surtout l'impression, moi j'ai l'impression que travailler comme ça, c'est fou. Hein. On a l'impression qu'il sentait qu'il allait mourir jeune. Hein. Parce que vraiment, pourquoi travailler comme ça? Et, oui, Jacques Berg. Ceux qui ont découvert il y a peu de temps la clé de l'alphabet minoen sont morts jeunes aussi. L'alphabet de la Crète a été découvert par deux jeunes savants britanniques qui sont morts également à 30 ans, après une découverte extraordinaire. Je ne sais pas si c'est par la méthode philologique de Champollion ou par une autre méthode, inspirée d'ailleurs
une sorte d'utilisation de l'ordinateur, en fait. Mais ce sont les dieux qui se vengent et qui font mourir Ils jeunes. sont morts également jeunes, Voilà. en plein. C'est les dieux, Pardonnez-moi ce de sont pas les mettre- dieux, monsieur Berg, ce sont les dieux qui se vengent. Mais il C'est y a normal. de quoi dévoiler Texte. Isis. Dévoiler Isis. C'est d'abord une Alors, affaire d'homme. Oui, alors, chose comme... Il avait une immense une sensibilité bouillonnante, vraiment bouillonnante, hein, à côté de laquelle celle de Jules Roy apparaît presque de la frigidité, n'est-ce pas Eh bien,